Bonjour, c'est Romain Bédouc, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par des excuses envers vous, les auditeurs qui attendaient patiemment la tribune de lundi, qui n'est jamais venue, on est désolé, c'était pour mieux faire celle d'aujourd'hui. Je m'excuse aussi auprès de mes camarades autour de la table parce que je vous avais promis une émission feel good, une émission zen après une rencontre face à un chapeau de 3 de Ligue des Champions. Bon, c'est pas trahir un secret de dire que ça risque pas d'être si feel good que ça. Aujourd'hui, le PSG nous a encore déçus cette saison en Ligue des Champions après une victoire poussive face à Girona, après la défaite sans saveur face à Arsenal. Voici le match nul bien frustrant et en même temps bien révélateur de nos problèmes face au PSV Eindhoven. Les conséquences, c'est quoi ? C'est que le top 8, c'est quasiment mort, qu'on va jouer 2 matchs de plus, certainement, des 16e de finale, et parti comme c'est, pas forcément en position favorable, pour ensuite se fader un gros en 8e avec match retour à l'extérieur. Voilà, c'est top. C'est la réalité de notre saison européenne, à moins que le PSG nous surprenne en étant très très bon face au Bayern, face à Manchester City, face à l'Atlético. Et en plus, avant tout ça, on oublierait presque qu'on joue Marseille en Ligue 1 ce week-end. Ça va être bien, il se peut qu'on en parle dans cette émission. Vous êtes bien dans 100% PSG, la tribune, thérapie plus que jamais, l'émission d'analyse élevée comme une frappe d'Ousmane Dembélé. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Au programme de 100% PSG, la tribune, aujourd'hui on fera le traditionnel j'aime pas sur ce match entre le PSG et le PSV. Il y aura plus de j'aime pas que de j'aime, on verra ce qu'on fera. On va avoir quelques débats aussi. Peut-on se satisfaire d'avoir seulement des occasions ? C'est un peu ce qui revient dans la fanbase du Paris Saint-Germain. Oui, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup de tirs. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ? On aura le débat dans le podcast. La Ligue des Champions, pourquoi ça marche pas ? Quelle est la différence entre nos matchs en Ligue 1 et les matchs en Ligue des Champions ? Et puis on se projettera sur le classique face à Marseille dimanche. Comment vous sentez cette rencontre ? Est-ce que la victoire est impérative de chez impérative ou juste impérative ? Voilà, on se posera ces questions-là. Menu déroulé, présentation de l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui ? Émilie Ross, conseillère en communication. Salut Émilie. Bonjour Romain. Comment ça va ? Ça va parce que quand je viens ici, tu sais très bien que je vais en thérapie. Oui. Donc en fait, je sais que plus je que jamais, je le disais. parler, pleurer, donc tout va. Pour l'instant, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Yacine Amenet de Paris United et du Club des 5. Salut Yacine. Salut à tous. Comment ça va ? Ouais, j'ai connu des jours meilleurs. Je sais que tu as re-regardé le match. Ouais. Et que tu es peut-être un peu moins énervé après l'avoir revu. J'aurais fait le podcast juste après le match parce que j'aurais été un peu plus énervé. Bon, c'est bien, c'est qu'il y a peut-être du positif à tirer de cette rencontre-là. Et aujourd'hui, on a un invité un peu spécial. Un peu spécial, non pas pour lui, mais pour ce qu'il représente un petit peu. On a décidé d'avoir un spécialiste aussi de l'Olympique de Marseille. Sur ce match-là, on prône l'apaisement. Thomas Bonavent du Winamax FC est avec nous. Salut Thomas. Salut Romain, salut à tous. J'aime bien vous voir triste comme ça. J'aime bien, je me nourris de ton malheur. Ça commence comme ça. Moi, je parle Ça commence comme ça. J'ai été feel good, j'ai été gentil, etc. Je parle C'est d'apaisement. quand la- Je passe un très bon début d'émission, c'est très agréable. Je reviendrai. C'est quand la partie PSGOM ? Ça va être la fin. Ok. T'inquiète pas. Je m'en À occupe. tout à l'heure, Yassine. T'inquiète, Yacine. Non, mais ça va être intéressant d'avoir ton analyse extérieure. Parce que sûr. je sais que, mine de Neutre. rien, on rigole, mais parmi mes connaissances marseillaises, plus que amis, parmi mes connaissances marseillaises, t'es peut-être celui qui est le plus objectif sur le Paris Saint-Germain. Ça c'est bien, Donc ça va être, ça me fait plaisir. donc ça va être assez intéressant d'avoir ton avis sur ce qui se passe et bien sûr ton avis de Marseillais sur le match qui Non s'annonce. objectif, évidemment. Là, ce sera non objectif sur le match qui s'annonce dimanche. Avant ça, on va faire le j'aime pas parce qu'il y avait quand même de la Ligue des Champions. Nous, on joue à la Ligue des Champions, Thomas. Voilà. Bien sûr, mais j'aime bien vous regarder aussi. hein. À défaut de regarder C'est autre mon chose. bonheur foot. Le j'aime pas sur le match entre le Paris Saint-Germain et le PSV Eindhoven. Je vais commencer par le j'aime de Yacine. Parce que c'est un j'aime qui a, à la base, quand je vous ai demandé, les trois vous me l'avez dit. Donc on va y venir tout de suite. Voilà, On parle de Dembélé tout de suite. Non. Pardon. Le j'aime de Yacine. Bah, écoute, c'est Hakimi parce que Ouais. déjà à Arsenal, ça avait été le meilleur Parisien. Dans l'attitude, dans ce qu'il avait aussi réussi. Et hier, il a remis ça. Ça a été le meilleur Parisien. Déjà, athlétiquement, je le trouve vraiment bien depuis un moment. Mais en plus, il apporte un état d'esprit qu'il n'y a pas. C'est le seul qui montre quelque chose du caractère. Sur son but, on voit sa réaction. C'est lui qui marque en plus. Il est souvent
dans les 30 derniers mètres, à l'avant-dernière passe, à la dernière passe ou au geste final. Et je trouve vraiment, on l'a critiqué les saisons précédentes. On attendait plus, on était déçus, on était frustrés. Et sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, en tout cas, ça a été le meilleur Parisien et de loin. Donc je pense qu'il mérite tout ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment très très positif. Thomas, tu partageais aussi ce j'aime, donc les deux, vous allez le faire sur Hakimi. Qu'est-ce qui t'a plu dans son match hier ? Non, mais comme a dit Yacine, moi, c'est vraiment son état d'esprit. On parle beaucoup du manque de personnalité de cette équipe. Et c'est vrai qu'hier, ça transpirait. Voilà, de monter un créneau en termes d'état d'esprit et d'intensité dans la rencontre. Et lui, il l'a affiché tout au long du match. Et techniquement aussi, il était quand même au niveau. Et il symbolise un petit peu les critiques qu'il peut y avoir sur ce Paris Saint-Germain, notamment avec les latéraux. La comparaison avec Nuno Mendes, elle est assez frappante depuis le début de la saison. Et voilà, Hakimi, déjà, ça fait partie des cadres, qu'on en dise de cette équipe. Et hier, voilà, il a porté ce qu'il fallait pour essayer de ramener le Paris Saint-Germain. Et c'est dommage, parce qu'en plus, le but d'Hakimi, il arrive relativement tôt. Dans la mi-temps, et derrière, j'ai l'impression que le groupe, il a pas suivi derrière lui. Donc, le tout Hakimi qu'il est, malheureusement, il ne peut pas porter toute l'équipe, mais je l'ai vraiment trouvé très très bon. Il a fait un super grand match de Ligue des Champions. C'est un peu sur la tonalité de sa saison. Moi, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a, au-delà du but. Vraiment, le but, il vient ponctuer sa rencontre, mais c'est vrai qu'il a été très très bon hier, le Marocain. 25 ans, Achraf Hakimi, avec 25 ans, t'es un vieillard de chez vieillard dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai peut-être un petit truc à reprocher à Hakimi, c'est qu'à la 2e minute, il y a cette action où il est quasiment dans les 6 mètres et puis il veut pas tirer. Je sais pas ce qu'il attend, je sais pas ce qu'il fait s'il veut pas, s'il veut tomber en position. Je pense que le ballon, il rebondit un peu haut, il sait pas trop comment la prendre. Il attend le bon moment, c'est compliqué, mais c'est vrai que si tu marques là... Il pouvait pas savoir qu'après tout allait se passer comme ça. En fait, à 2 minutes, je pense qu'il avait le time. Bon, ça va, tranquille. Tranquille, je marque pas maintenant, je marquerai après. Bon, tu verras, il a marqué. Mais... Si comme Yacine, il a revu le match, il s'est dit d'autres choses après. En fait. Ouais, c'est pas là-dessus qu'on va lui en vouloir. Toi aussi, t'as kiffé le match d'Hakimi, Émilie ? Moi, c'était ma première réponse spontanée. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie que j'ai vue et le côté gueule de soldat que j'aimais bien, moi, chez Danilo, qui me manque dans ces matchs-là. Pardon, je le répète, mais le soldat, pour moi, t'as besoin. Ouais, Danilo me manque. Ouais. Et tu comprendras bien plus sûr, tard. Bien sûr. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des joueurs qui ont du caractère et qui y vont et qui savent pourquoi ils sont là. Et hier, à la rigueur, c'est ce que j'ai le moins vu. J'ai vu trop de joueurs échaudés et peu de joueurs combattants. J'ai retrouvé un Marquis. J'aurais pu mettre Marquis aussi dans le côté pareil, robuste, etc. Avec son retour, notamment en deuxième période. Là. Ouais, où c'est du Marquinhos, quoi. Après, ce qui me gêne, c'est qu'on est obligé d'aller tirer des j'aime, alors qu'en fait, on pourrait juste se contenter de j'aime pas. Donc, mais voilà, j'essaye de rester quand même dans une démarche positive. On en a réussi à en trouver 2. Je vous avoue que tout le monde m'avait dit Hakimi, et j'ai dit non, mais on essaie quand même d'en trouver un autre. Et voilà, et c'est Émilie, on verra tout à l'heure ton autre j'aime. Mais sinon, c'était un peu compliqué de trouver du positif sur le match d'hier face au PSV. Thomas, je vais partir sur ton j'aime pas. Bien sûr. Vas-y, dis-nous ce que tu as pas aimé et me dis pas j'ai pas aimé que le Hakimi a été bon avec le PSG. Ah non, t'inquiète pas. Dembélé, je suis désolé, mais si Dembélé il est au niveau où on l'attend dans ce Paris Saint-Germain, c'est-à-dire leader d'attaque, le match il est plié à la mi-temps. C'est un peu à l'image de Eli Wahi contre Reims. Si à la mi-temps il y a 3-0, le 2-2 n'existe pas, hop, on va laisser peser. On attendait la manière, on attendait un score de la part du Paris Saint-Germain. Et Dembélé, après il a fait un match correct. Dembélé, c'est lui qui déclenche beaucoup de choses, c'est lui qui a les occasions. Donc oui, on peut se satisfaire de ça, mais moi en fait j'ai pas envie. Dembélé aujourd'hui, c'est le visage numéro 1 de l'attaque du Paris Saint-Germain. Et les 2 occasions qu'il a, je suis désolé, ça doit faire ficelle. Donc moi je suis obligé de pas m'en prendre à lui, mais de noter principalement ces manques qui ont plombé Paris hier. S'il marque un des 2, le match il est terminé. Tu ouvrais le score hier face à cette équipe, le match était dans la poche pour moi. Il y avait peu de chances qu'il revienne. L'équipe. On va essayer de décorréler ça d'ensuite du débat qu'on va avoir sur le fait de se créer des occasions sans les convertir, mais juste sur le rendement individuel, Yacine. L'idée n'est pas forcément de dire que Dembélé doit être un des meilleurs joueurs du monde, doit être Neymar, doit être ceux qui sont passés par notre club, mais c'est juste quand tu as un face-à-face, essaye d'en mettre une fois de temps en temps, quoi. Ça pourrait être pas mal, non ? De faire le bon geste, le bon choix.
Mais Thomas, il y a un truc important, c'est que Attention, il y a moi, son ballon qui arrive. Hop. j'avais dit l'année dernière qu'il fallait se contenter de ça, Dembélé qui fait reculer l'adversaire et tout. Mais en fait, j'ai plus envie de me contenter parce que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas te contenter de ça. Tu vois, je vais comparer vite fait à Vinicius, mais tu vois, dans la première partie de terrain, tu peux les comparer les deux, tu vois, dans la façon de faire reculer l'adversaire, de percuter, d'éliminer. Alors, franchement, en plus, quand tu as cette faculté à éliminer des deux pieds comme ça, aussi facilement, moi, je comprends pas. Et ne jamais faire, ou très rarement, le bon choix dans le dernier geste, que ce soit la passe ou le tir. Hier, sa reprise, déjà, la reprise qui va sur la barre, quand tu as eu des entraîneurs à peu près normaux, on te dit, tu remets le ballon d'où il vient, tu rentres dedans, et normalement, c'est ficelle 9 fois sur 10. Lui, il ouvre le pied. Donc déjà, sa cheville, elle n'est pas verrouillée, il ouvre, ça monte en l'air. La deuxième, il va te mettre une sacoche en tribune, alors qu'il y a juste à la croiser. Et là aussi, tu vois, c'est des gestes qui sont simples. C'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est simple à ce moment-là. Et il a ce manque de lucidité qui est trop important, trop frustrant, trop énervant. Et j'ai plus envie de me contenter juste qu'il fasse reculer l'adversaire, en fait. Ouais, t'as envie d'en avoir un peu plus. Toi aussi, t'as frustré hier Dembélé ou la seconde période où il était un peu mieux, il a cadré des frappes. Ouais, c'est génial. Non, mais Merci. je vais te dire, j'ai même pas pensé à le mettre dans le j'aime pas, tellement je suis un peu désabusée. C'est-à-dire qu'au début de saison, je me suis Mais dit. comment t'étais Émilie marque quand il et rate ses tout. occasions? De quoi? Te connaissant, quand il a raté les occasions, tu devais être un peu bouillonnant quand même. Disons que j'ai utilisé un Merci. langage On y arrive. On y arrive. peu élogieux. Mais en fait, après, tu te dis, au bout d'un moment, c'est pas possible, c'est trop, ça va marquer. Et par contre, le problème, c'est que quand tu es habitué à ces matchs-là du PSG, tu sais aussi que ça va durer. Et en fait, tu te dis, quand ça a commencé, je me suis dit, là, les gars, on est cuitas. Ça va être comme ça, on va tirer, on va rien en mettre. Et c'est plus ça qui me dérange, c'est d'avoir eu le sentiment d'avoir déjà vécu ce match. Et c'est ça qui m'agace le plus, et c'est pour ça que tu vois, Dembélé, j'ai pas pensé au j'aime pas. C'est plus la physionomie du match que j'ai déjà vécu et que potentiellement on va revivre. Voilà, c'est ce côté déjà vu, quoi. Ouais. Ousmane Dembélé, donc on va y revenir parce que quand on va parler Il y a matière. des occasions versus la finition, je pense que son nom il reviendra un petit peu. Ton j'aime pas, mon cher Yacine. On a un peu l'habitude. C'est Fabien Ruiz, quoi. Déjà, je ne comprends pas qu'il soit titulaire. Il est transparent, il apporte rien, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de caractère. Tu vois, quand on parle de manque de caractère, je pense que lui, vraiment, il symbolise parce que on parle de l'Euro beaucoup, ouais, il a été bon à l'Euro, etc. Mais moi, je pense réellement, et je l'avais dit déjà l'année dernière, le maillot du PSG, il est trop lourd pour lui. Il faut savoir qu'à Naples, il a fait quelques bons matchs et tout. Oui, mais il n'était pas super récurrent non plus. Voilà, exactement. Et les supporters de Naples n'étaient pas traumatisés par son départ. Et beaucoup se demandaient même comment le PSG pouvait se pencher sur ce joueur-là. Mais je pense qu'il y a deux choses. C'est il manque de caractère tout court quand il pile le maillot du PSG. Et je pense que Luis Enrique, tu vois, en équipe d'Espagne, je pense qu'il a un peu plus de confiance, un peu plus de liberté. Donc, il tente un peu plus. Au PSG, il est complètement traumatisé. Il a Rodri à côté aussi, ça aide. Aussi. Mais au PSG, franchement, il a ça transpire la peur de rater quelque chose. Donc, c'est toujours des ballons vers l'arrière. Et même dans les duels, il y est pas. Enfin, ça manque de trop de choses. Et lui aussi, il faut se contenter. En fait, on fait que se contenter avec le PSG cette année. En fait, il faut se contenter. Non, c'est un joueur de rotation. C'est-à-dire que voilà, en Ligue 1, ça va te soulager contre Montpellier, contre Toulouse et tout. Mais faut rien attendre en Ligue des Champions, c'est le niveau des trop. Émilie, hier, quand il a une frappe, je ne sais pas si vous vous rappelez de la frappe en début de deuxième période, c'est à l'entrée de la surface. Je dis que c'est une frappe. Ouais, je dis que c'est une frappe, mais en fait c'est une passe, c'est une passe directement sur le gardien. On viendra sur ton j'aime pas, qui est que Fabien Ruiz a pris la place d'un petit joueur que tu aurais peut-être voulu voir. Exactement. Mais sur sa prestation en elle-même, toi aussi, est-ce que là encore tu as été déçu ou un peu comme pour Dembélé, bon non, en fait on est un peu désabusé et alors, ça passe. Moi, Fabien Ruiz, j'ai eu le truc où je l'ai redécouvert en sélection et je me suis dit, ok, donc ça veut dire que c'est possible. Ok, donc quand il joue en rouge, ça va mieux peut-être. Après, dès l'instant, en fait. et je pense que c'est une question de couleur. Tu sais, le comme les taureaux. On va appeler les et tout ça. designers. L'année prochaine, le maillot extérieur du PSG sera rouge. Et peut-être pour lui. Mais non, et en fait, quand tu le vois avec Paris, effectivement, je te rejoins, Yacine, c'est que ça bégaye et je ne comprends pas comment tu peux enlever ton caractère d'un côté comme de l'autre, en fait. Tu vois, et donc ça me gonfle pour lui parce que je me dis qu'il repère en confiance alors qu'en plus là il rentre de sélection.
Donc ça va pas, en fait, le timing, il est pas bon, parce que normalement, ça devrait le galvaniser, et hop, il revient. Et en fait, là, non, ça va toujours pas. Et ça veut dire, encore une fois, que ce type de joueur avec son expérience, et je parle aussi dans ces cas-là de l'expérience en sélection, en Ligue des Champions, ça efface et ça annule. Et donc là, c'est le poids de la compétition, du maillot, tout ça. Mais c'est trop, et sauf que le constat, et encore une fois, vous allez voir, je pense que je vais le répéter souvent, le constat que tu fais avec Ruiz, tu peux le faire avec plein d'autres. Et c'est ça qui est hyper usant, c'est qu'à chaque fois, bim, lui aussi ça va pas, lui aussi sur ça va pas. Thomas, est-ce que on se trompe pas de focal dans la manière dont on analyse Fabian Ruiz? Il est bon avec l'Espagne, il est pas bon avec Paris, on dit le problème c'est qu'il n'arrive pas à s'adapter à Paris. Est-ce que c'est pas aussi les consignes qui lui sont données ou la manière dont il est utilisé? Tu parlais tout à l'heure de Rodri avec lui aussi, les joueurs qu'il y a autour de lui aussi. Ouais. Non, mais c'est très dur En vrai, c'est très difficile, tant qu'on n'est pas à sa place, d'évaluer si c'est un impact tactique, si c'est un impact technique ou un contexte beaucoup plus global d'épanouissement. Et sachant qu'en Espagne, quand c'était Luis Enrique, il jouait pas. Non plus. Il s'était embrouillé, mais c'était un problème un peu perso. Ils s'étaient embrouillés les deux. Peut-être que malheureusement, peut-être que ça peut jouer. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas demander à Fabian Ruiz? Est-ce que ce qui se passe autour de lui est le contexte le plus favorable pour qu'il exprime? Parce que oui, tu l'as dit, Émilie, à l'Euro, le joueur, il est incroyable. C'est fou. Il se retrouve dans la surface, le premier but qu'il met. C'est beau. Il est dans l'équipe type. Il est dans l'équipe type de l'Euro. Moi, je pense que c'est un beau joueur de football. Donc, il y a forcément un problème quelque part. Maintenant, moi, je suis incapable, Thomas Bonavent, de savoir si c'est un problème technique, mental, d'approche des rendez-vous. Peut-être que, quand il arrive, Ligue des Champions, le Parc des Princes, le patch étoilé sur le maillot, peut-être que, dans la culotte, ça va peut-être pas très bien. Donc, je sais pas. En vrai, c'est très, très compliqué. J'aimerais que ça se passe bien pour lui. Peut-être qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on en attend trop de ce joueur. Et puis, surtout, ce débat éternel du milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Je parle pas que d'un mec, mais ça fait longtemps que ça se passe pas bien au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On cherche ce sauveur, mais à la fois j'ai l'impression que ce milieu de terrain il est composé que de lieutenants et que le patron aujourd'hui il y est pas. Donc est-ce que ce mec il a besoin d'un vrai world class à côté de lui? Sûrement, probablement, parce que lui n'en est pas un. Mais aujourd'hui c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Mais malheureusement aujourd'hui c'est un boulet pour le PSG, clairement. Fabian Ruiz qui était titulaire à la place de Vitinha, et ça c'est moi j'aime pas. Ça m'a créé du souci dans mon cœur dès le début où je me suis dit flûte, c'est dommage, je sais pas ce que j'aurais fait. Et en même temps, mais avec toutes les compos qu'on a eu avec Luis Enrique, il y a un côté où tu dis attends, je me la moule, j'attends que ça démarre parce que potentiellement il a vu plus de choses que moi et donc je respecte. Non, en fait, Vitinha m'a beaucoup manqué et j'ai vraiment pas compris cette arrivée tardive, ce fait qu'il soit pas titu, alors que... pas dingue. Ouais, mais en plus... Rentrée pas dingue. Ouais, mais juste... il y a... Tu vois, encore une fois... Là, rien n'a été dingue hier. C'est pas faux. Ouais, c'est un sandwich sans saveur, quoi, tu vois. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sel, c'est du pain avec du pain et des tranches de pain, et on attend que ça passe, et en plus, tu t'étouffes parce que c'est match nul, quoi. mais en tout cas, rentrée pas dingue, mais moi, j'aurais aimé l'avoir quand même. Titu dès le début, quand je vois ce que le milieu de terrain a donné. Yacine, c'est vrai qu'il est moins bien Vitinha depuis la trêve de septembre, après, où il est revenu un peu blessé avec le Portugal. Est-ce que c'est ça, pour toi, qui justifie la titularisation de Fabian Ruiz à sa place, ou, enfin numériquement en tout cas, ou tu vois une considération tactique peut-être que Luis Enrique a voulu faire face au milieu de terrain du PSV, il aime bien s'adapter, etc. Il y a sûrement de toute façon une considération tactique, mais le truc c'est que Vitinha moins bien, c'est quand même devant Ruiz, donc à part une idée un peu farfelue, il n'y a pas des. C'est fou de dire ça, un joueur pas bon est quand même mieux que lui. Donc voilà, après lui. Il manque un mec, je sais pas moi, Rabiot peut-être ou un truc. Non, ça va, garde-le. Après, tu vois, tu disais on va sûrement en passer par les barrages. On espère. Et c'est bien parce que comme on est dans un projet de formation, ça fait 2 matchs de Ligue des Champions en plus, donc pour l'apprentissage, moi je trouve que c'est pas inutile. Le projet, c'est bien pour le projet. Tu sais que tu rigoles, mais si on va en 8e de finale de Ligue des Champions via les barrages, on aura joué autant de matchs en Ligue des Champions que l'année dernière. Parce que l'année dernière, en allant en demi, avec les 2 matchs de poule en moins. C'est peut-être fait exprès. Pour apprendre, il faut jouer des matchs. Donc, on fait exprès. Et tu sais que du coup, le nouveau format de Ligue des Champions, là, il me gonfle. Là, je me confie d'abord. Je l'aimais beaucoup. Et là, en fait, il me gonfle de ouf parce que je m'aperçois que je suis un peu jalouse. Par exemple, hier, j'étais jalouse des Monégasques. Tu vois ? Hier à 23h15, tu vois. C'est pas la faute du format, ça.
Hein ? C'est pas la faute du format. Si, parce que du coup, il faut bien que je trouve des responsables. Et comme c'est pas moi le problème, c'est les autres. Forcément. Et bah du coup, ouais, ce format me gonfle. Le fait que je pensais qu'on allait terrasser tout ça, et en fait non. À chaque fois, c'est un petit peu plus difficile, et qu'on va avoir. Ça te fait mal d'être derrière Brest, Émilie ? J'aime beaucoup Brest. Je suis ravie. D'accord. Parce que je les voyais là dans le classement, pas forcément. Tu peux dire la vérité, s'il te plaît. De quoi ? Je déteste les autres équipes en ce moment. Les autres équipes, alors que normalement je suis là, non mais moi je suis pour les autres équipes françaises. En Ligue des Champions, c'est hyper important. Et là, ça me fout un seum de l'espace. Et t'es devant le Barça, fais un screen. T'as tout faux. Bon, voilà pour ton j'aime pas. Tiens, on va terminer avec ton j'aime parce qu'on en a pas parlé. Je voulais terminer sur une oui, partie un alors peu sympa. non mais ça c'est vrai, c'est que pareil, dès l'instant que j'ai vu un peu d'énergie, d'intensité, moi c'est les tacles du Pacho. Pacho, c'est pareil, Pépère, il essaye en fait, donc je vais pas tirer dessus, et je trouve qu'il a quand même une taille patron par rapport à son rôle qui est plutôt nouveau, donc c'est encourageant. J'ai bien vu que les notes étaient pas de son côté, j'ai lu beaucoup de choses à droite à gauche. Moi, je suis désolée, il m'a pas plus déçu qu'un autre, et au contraire, j'aime le côté tacle appliqué. Ça m'a fait un petit peu de spectacle. Au-delà des tacles, je l'ai pas trouvé solide, vilain techniquement aussi. Dans les duels, on sait que ça a l'air d'être sa grande force. Moi, je le découvre à Francfort, je l'ai pas forcément bien observé, mais je trouve que depuis le début de la saison, c'est une satisfaction. C'est du pas l'emballement, voilà. Puis surtout, ne sois pas comparé à la base, quand il arrive, on se dit, on a pris Beraldo l'hiver, donc Lucas Hernandez est blessé, le central gauche, Kimpembe, peut-être qu'il rejouera au foot un jour. On se dit, ça va être Beraldo, et puis Pacho, il va arriver, et puis peut-être au fur et à mesure, il fera. Non! Dès le début, Titu, Beraldo, merci, t'es gentil, mais s'il y a un des deux qui doit jouer arrière gauche, ça va être toi qui vas jouer arrière gauche plutôt que Pacho. Voilà, est-ce que t'es pas impressionné, mais est-ce que t'aimes bien le début de saison qu'il peut faire, Pacho, là, avec le nombre de matchs qu'on a pu voir depuis le début de l'année là. Déjà, moi j'aime bien les défenseurs qui aiment défendre. C'est bizarre aujourd'hui parce qu'il faut que ce soit des numéros 10. S'ils font pas des transversales de 60 mètres, c'est pas des bons joueurs. Mais moi, j'aime bien les défenseurs qui aiment le combat, qui aiment défendre, parce que c'est d'abord leur travail. Après, effectivement, le problème, c'est toujours pareil, c'est que Luis Enrique, il y a l'histoire de la possession, il y a la comparaison avec les autres aujourd'hui où les défenseurs sont capables de casser des lignes et tout. Et oui, il le fait pas. Moi, je l'ai suivi à Francfort. Il est capable de faire plus quand même balle au pied, mais je pense qu'aujourd'hui, il se contente de bien défendre. Voilà, il y a Marquinhos à côté de lui, plutôt pour la relance, etc. Et qui prend pas plus de risques que ça. Des fois même, il met un peu en difficulté tellement il prend pas de risques parce que tu vois, t'as l'impression qu'il va jouer Mendes. Tu sais, faut le faire le circuit, je vais le faire. Voilà, je pense qu'il peut faire un peu plus, mais en tout cas, moi, je pense que c'est quoi ? C'est vouloir respecter absolument les consignes. Ouais, je pense qu'il y a des étapes. Il vient d'arriver quand même, tu vois. Et il est jeune aussi. Hein. Oui, aussi, et je pense qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que pour l'instant, il fait bien son travail, son premier travail. Et puis au fur et à mesure, peut-être qu'avec de la confiance, des automatismes, connaître ses partenaires, il jouera un peu plus. Mais en tout cas, moi, j'aime bien parce qu'il va dans les duels, il va dans le combat, il défend en avançant. Et sur ces derniers mois au PSG, on n'en a pas eu beaucoup des défenseurs qui défendaient en avançant. Beraldo, c'est tranquille. Enfin bon, bref, allez trop dessus parce que sinon je vais être méchant. Mais voilà, donc moi j'aime bien son début de saison. Après, voilà, comme les autres, on espère qu'il va progresser, peut-être dans le jeu avec ballon. Mais en tout cas, moi, j'aime bien son début de saison. J'attendais même pas à ce niveau-là maintenant, quoi. Un bon 51, quoi. Un bon numéro. Il y a beaucoup d'éclairage. Il a beaucoup d'allure. Je suis là pour ça. Tu m'as invité pour ça, Romain. N'ouvre que quand t'as envie. Assumons. Juste Pacho. Tant que c'est rouge, je parle. Je donne quelques stats sur Pacho. N'importe quoi. Je savais en plus qu'il allait faire des trucs comme ça. Juste sur Pacho, que ce soit avec le PSG ou avec l'Équateur, parce qu'il est international équatorien, il a pu participer à 15 matchs depuis le début de la saison. Il a été titulaire sur 14 de ces 15 matchs. Les 14 matchs où il était titulaire, il a joué 90 minutes. Et il y a une fois où il est rentré en jeu, c'était contre Brest, où il est rentré, il a joué une petite demi-heure. Mais sinon, quand il joue, c'est 90. Et c'est que ce soit avec l'équipe nationale ou avec le PSG. Il n'y a pas de cas où je rentre tard de ma trêve avec les Sudam et donc je joue pas le match d'après. Non, Pacho, il joue tout le temps. Voilà pour ce j'aime pas. Bon, ça n'a pas été si... Ça va. Voilà, ça va. J'ai pas vu de larmes, j'ai pas vu. Pour le moment, ça va. On va se poser la première question. La première question, c'est un débat que je trouve intéressant parce que depuis hier, depuis le coup de sifflet final et ce match nul, il y a énormément de discussions autour du Paris Saint-Germain, de savoir si c'était un bon match ou pas un bon match. Et
un des arguments qui revient souvent, tout le temps, c'est de dire « Ah, mais on a quand même eu vachement d'occasions. Ouais, on a eu 26 tirs. » Et c'est quelque chose qui se répète. Tu le disais tout à l'heure un petit peu, Émilie. J'ai fait les comptes en statistiques. On est à 62 tirs depuis le début de la Ligue des Champions, en 3 matchs. 62 tirs pour 2 buts, dont un contre son camp sur ce qui n'est pas considéré comme un tir, parce que le but de Gazzaniga contre son camp avec le centre de Nuno Mendes n'est pas considéré comme un tir. J'ai même une autre stat. Entre nos 2 buts marqués par des joueurs du Paris Saint-Germain, il s'est passé 92 tirs. Hier, j'ai chialé quand j'ai vu le chiffre sur la téloche, là. Le dernier, c'est énorme. Le dernier, c'était donc Kylian Mbappé face au Barça. Et ensuite, le prochain but du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'était donc celui d'Hakimi hier soir. Il y a eu 92 tirs entre les deux. Et donc vient cette question, est-ce qu'on peut se satisfaire seulement 10 poteaux. D'avoir 10 poteaux, ouais, parce qu'il y en a eu 10 poteaux. Ouais, il y a 10 poteaux. Non, mais vraiment, je ne sais plus combien il y en avait eu contre Dortmund. Il y a eu 31 tirs à ce moment-là. La question, c'est peut-on se satisfaire seulement d'avoir des occasions ? Est-ce que là, on est à un nombre de matchs assez conséquent pour se dire, bon, bah, ok, on a compris qu'on arrivait à se créer des trucs, mais il y a un moment, il faut quand même les mettre, les occasions, et se créer des occasions ne suffit plus. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Émilie, ou tu es plus dans l'idée de se dire, bon, bah voilà, ça va venir, on va réussir à trouver du réalisme ? Je suis plus mesurée parce que je me dis... Alors, en même temps, on se cache derrière ces occasions parce que ça nous donne un bon prétexte aussi de dire oui, mais on a eu des occasions. Néanmoins, on les a vraiment eu. Après, c'est qu'est-ce qu'on préfère ? C'est avoir effectivement ces stats qui, vraiment, je te dis, hier, quand j'ai vu le chiffre, 92 tirs entre nos nos 2 buts, étaient là, 92 tirs, frère, t'imagines ? Enfin, c'est une vidéo d'1h30 en YouTube. Enfin, c'est très, très long, 92 tirs, en fait. Et en année de chat, c'est pire. Et tu te dis, mais ok, c'est pas grave, on insiste, on est là. Mais en même temps, parce que je rembobine toujours et je me dis, attention, sois patiente, ça reste quand même un nouveau PSG avec des nouveaux enjeux, un nouveau coach, des nouveaux joueurs. Enfin, j'essaye vraiment, tu sais, de me raisonner et en me disant, bah, au bout d'un moment, toutes ces occasions, ça va payer. Et si ça paye pas, ça veut dire qu'on a vraiment un karma éclaté au sol. Mais c'est qu'une question de karma ? Non, de répétition, d'entraînement, de chance. Après, question de pied aussi. Il y a une... Bah, oui. Bah si, au bout d'un moment 92 tirs sans marquer un but, c'est qu'au bout d'un moment après il faut voir pas tous des pieds. Et hier faut voir aussi tir, faut voir tir, qualité de tir, qui tire, où, dans quelle zone. Enfin, il y a plein de choses aussi dans ces statistiques. Elle est effrayante, mais aussi il y a. Mais pour d'autres équipes, on aurait pu dire, bah voilà, tu vois, hier c'était un match sans. Sauf qu'en fait, pour le PSG, on dira jamais hier c'était un match sans. On va dire ça va. Enfin, on va tirer sur eux plus de fois, en fait, tu vois, ou de façon un peu plus virulente. Donc voilà, je veux aussi, moi, me cacher derrière ces belles occasions en disant, ok, on en a eu, et en même temps, ça me gonfle de ouf, mais j'essaye de me raisonner parce que je veux croire en ce projet long-termiste. Juste sur ce qu'on appelle les expected goals, parce que c'est aussi ce qui revient dans les statistiques. Les expected goals, c'est en fonction de la qualité de ton tir, où tu es placé, la force que tu peux y mettre, le positionnement du gardien, etc. On estime un pourcentage de chance sur lequel tu devrais marquer. Et après, il y a l'arrêt du gardien qui rentre potentiellement en compte. Et donc, hier, on a 2,43 expected goals. Donc, on a encore un nombre de buts marqués qui est inférieur aux expected goals qu'on a pu avoir. C'était aussi le cas contre Girona. On avait eu 1,68 et donc là, on a eu marqué aussi un seul but. Est-ce que parce que je pose la question, Yacine, parce que sur le début de saison dernière, il y avait eu aussi des matchs comme ça. Je pense le match contre Newcastle aussi, où il y a eu énormément le match retour, où il y avait eu énormément d'occasions pour le PSG. Et on se disait, mais vous savez quoi, ça va rentrer. Ça va rentrer. Et puis contre Dortmund, en demi-finale, c'est jamais rentré. Contre Girona, c'est rentré à la toute dernière minute sur même pas un tir. Là, contre Arsenal, Arsenal, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions, donc c'est pas encore moins rentré. Et là, contre le PSV, c'est pas assez rentré. Du coup, est-ce que la patience, c'est toujours la bonne technique, la bonne attitude à avoir par rapport à ça ? Non, parce qu'en fait, tu vois, c'est toujours les séries. C'est toujours les séries. Ça sur toi de ouf. Non, mais dans 2 minutes, il enlève le pull. Non, mais c'est toujours les séries. C'est-à-dire que si tu restais sur 10 matchs, 22 buts marqués, et que tu as 2 matchs où tu te crées encore des occasions et que tu marques pas, tu te dis, mais on continue à se créer des occasions. Le truc, c'est que là, tu te crées des occasions depuis 25 matchs, mais tu marques pas. Et le truc, c'est que moi, j'aime bien la Ligue des Champions, parce qu'on parle après de l'histoire de la différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions.
je compare toujours. Tu sais, j'aime bien comparer au tennis, comme je sais que vous aimez ça en plus. Ouais, moi j'aime ça. Le truc, c'est que, tu vois, tu as les joueurs qui vont jouer, allez, Nadal, à l'époque, hein, je te parle pas maintenant. Et qui, tu sais, ils vont être relâchés parce que c'est un match sans pression. Ça joue, machin. Et quand ils se rapprochent du moment clé où il y a peut-être l'occasion de battre Nadal, comme par hasard, le coup droit qui passait le long de ligne, eh ben, il est juste en dehors. Il est juste en dehors de la ligne. Il est dans le filet, dans la bande. Mais en fait, dans le foot, c'est la même chose. Parce que le geste final, c'est quoi? C'est ta technique, mais c'est aussi ta gestion des émotions, de la pression. Quand tu rentres pas dans ton ballon et que ton pied il est fébrile, c'est pas que la technique, c'est aussi le fait de te dire j'ai une occasion, faut que je la mette, donc tu te mets de la pression, donc ton geste il est plus fermé, plus contracté, t'es pas relâché. Et on voit, tu vois, des fois des attaquants où ils marquent pas et d'un coup ils marquent et ils enchaînent 7, 8, 9 buts. Mais pourquoi? Parce que quand il commence à marquer, d'un coup, il a moins cette pression, donc le geste est relâché. Comme par hasard, ça va dans le cadre. Moi, je prends souvent l'exemple de Giroud avec Montpellier à l'époque. D'un coup, Montpellier, ils viennent à la chasse au PSG. Et là, tu as l'impression que le mec, il est derrière le poteau de corner, pied droit. Il va te la mettre dans la lucarne, deuxième poteau. C'est jamais arrivé. Mais parce que t'es relâché, t'es serein. Là, le fait de rater, ça devient un problème. Parce qu'en fait, quand tu enchaînes les ratés, le joueur, il se dit, ça fait 4, ça fait 5. Faut que je m'applique. Tu vois, la frappe de Dembélé qui est forte. Moi, je suis persuadé le deuxième, le face-à-face. Ouais. Si il y a 2-0 et qu'il est dans une période où il en est à 5 buts en 6 matchs, je suis persuadé qu'il ne fait pas la même frappe. Parce qu'il ne va pas se dire, faut que j'arrache tout, parce qu'il faut que je frappe fort, parce qu'il faut que je marque. Il va se dire, mais tranquille, il y a 2-0, puis tu vas mettre une reprise tranquille, comme à l'entraînement un peu, tu vois. Relâcher, deuxième poteau, elle va rentrer. Mais c'est tout ça le problème. Et le problème, c'est bien de se créer des occasions, il faut au moins ça. Mais quand ça devient récurrent comme ça, moi, je ne vois pas d'issue positive à ça, parce que c'est trop. Parce que c'est trop mental et que ça se gangrène. Enfin, c'est là où je te rejoins sur le côté aussi agaçant et frustrant, c'est que le côté pression, je l'entends, tu vois, sur la répétition des ratés, mais hier, avec l'équipe que tu as en face, est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir de la pression? Enfin, mais la pression, elle est match de Ligue des Champions au parc, on te dit qu'il faut faire le plein au parc. Il y a le match, c'est que le PSV Eindhoven, donc on peut faire ce qu'on veut. Historiquement, c'est un grand club, mais c'est que le PSV Eindhoven aujourd'hui. Donc c'est ça cette pression. C'est en gros, faut qu'on gagne ce match. Tu vois, peut-être que le même match, en même temps, t'as raison, tout le même monde match, à la 8e journée, t'es qualifié, mais peut-être que oui, ça finit à 3-0 à la mi-temps. Parce que t'es déjà qualifié. Donc c'est autant mental que dans les pieds. Ouais. Thomas, il y a aussi, j'aimerais bien avoir ton avis un peu plus extérieur là-dessus, parce qu'il y a aussi les justifications que nous donne Luis Enrique. Luis Enrique, en conférence de presse, il nous dit hier, mon équipe s'est créé des occasions, donc a fait un grand match. Voilà, on a été supérieur au PSV, il le dit aussi. Est-ce que ce discours, toi, tu trouves, c'est presque un débat philosophique sur le foot, hein, est-ce que tu trouves que ça s'entend de dire, moi, je suis coach, les occasions ont été créées par les systèmes de jeu que j'ai pu faire, ma part du boulot est faite. Après, les joueurs sur le terrain n'ont pas marqué. Peut-être qu'ils marqueront dans d'autres situations. Donc, c'est forcément positif. Est-ce que le débat création d'occasion versus finition, là, on peut entendre qu'on se satisfasse du création d'occasion? Mais moi, je trouve que la question, en fait, elle est terrible quand on parle du Paris Saint-Germain, aujourd'hui. Dans le projet Qatari, etc. Enfin, imagine, tu es en Ligue des Champions et tu te poses la question, est-ce qu'on doit se contenter d'avoir des occasions? Enfin, je suis désolé, hein, mais je trouve que la question, avec tout ce que tu as injecté, je trouve que la question, moi, elle est terrible. Alors, soit tu te positionnes, clairement, le Paris Saint-Germain est un grand d'Europe, donc le débat est inacceptable, et on ne doit absolument pas se contenter d'avoir des occasions. Ce qu'il faut, c'est qu'en Ligue des Champions, ces équipes-là, à chapeau 3, tu dois les tabasser au parc. Soit tu acceptes peut-être un déclassement du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, et que tu acceptes clairement que ton équipe, elle n'est pas faite pour remporter cette compétition, tu vas essayer d'aller le plus loin possible, et dans ce cas-là, tu peux te contenter de ça, te dire ok, on est quand même au niveau, c'est juste un problème de finition, mais moi j'ai plutôt envie de me positionner sur la première. Le discours officiel est plutôt dans ce sens-là. Hein, bah oui, c'est pour ça. Mais moi, celui-là, la Ligue des Champions, c'est pas de notre ressort. Enfin, c'est plus de notre ressort. C'est plus mais je comprends qu'il y a plein de on voit plein de débats, notamment sur les réseaux. Il y en a plein qui se positionnent de ce côté-là. Je peux l'entendre. Il y a aucun problème. Mais moi, en tant qu'extérieur, la marque aujourd'hui Paris Saint-Germain, le club Paris Saint-Germain, quand il va en Ligue des Champions, sur la grille de départ, ok, il y en a qui sont plus forts. Dans ce nouveau format, on se rend compte qu'il y en a peut-être qui sont encore plus rodés. Mais moi, je ne peux pas me satisfaire au Parc des Princes d'une équipe qui a des occasions. Parce que hier aussi, le PSV termine avec 0,25 pour reprendre tes expected goals. Le retour de Marquinhos, il ne doit jamais exister. Hein.
Oui, normalement. Parce que l'autre, il n'a pas pris l'information, ça doit faire 2 à ce moment-là. Et peut-être que le match, tu le perds. Donc, il compte pas dans les expected goals parce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de frappe. Mais en fait, ça compte Non. Les lectures, elles sont différentes. Moi, je me positionne encore aujourd'hui sur le côté. Non, en fait, non. Luis Enrique, je suis en conférence de presse. Désolé, coach, mais est-ce que l'entraîneur du Paris Saint-Germain aujourd'hui, il vient en conf après un match nul contre le PSV J3 de Ligue des Champions? Est-ce qu'il a vraiment le droit de dire ça? Moi, j'y crois pas. Et je suis sûr qu'il le pense pas. Si tu lui dis non, coach, je t'annonce qu'il te répond pas. Mais mais justement, je pose la question autant à l'éducateur qu'à l'analyse du Paris Saint-Germain. L'énervé. Le discours de Luis Enrique, tu l'entends? Il est dans son rôle? Ou c'est de la méthode Coué, un petit peu de dire on a fait ça, c'est bien, tu vois. En fait, si j'avais la version qu'il a eue dans le vestiaire, je peux te répondre parce que je pense que malgré tout, en conf de presse, il est dans son rôle. Il peut pas dire c'est inadmissible de rater. Il sait que ça fait un moment quand même que t'as pas d'efficacité. Si en plus en conf de presse devant tout le monde, il dit c'est inadmissible d'avoir les 3 occasions de Dembélé et de tirer et de même pas cadrer. Bon, déjà les joueurs ils ont pas l'air super sereins. Je pense le voir réagir sur le côté quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc le fossé entre sa réaction sur le moment où il doit se dire mais Ousmane. Mais voilà. Mais c'est pour ça tu aussi vas pas jouer pendant un mois. Si et en conf, non mais Ousmane il a créé l'occasion. Justement, faut se positionner maintenant. Si t'en rajoutes en conf, je pense que les joueurs tu tues. Mais donc je pense qu'à cette partie-là, faut voir ce qu'il leur dit en off dans le vestiaire. Moi, je pense malgré tout qu'il ne peut pas être satisfait. Tu vois, comme le disait Thomas, la réaction qu'il a sur le côté, ça prouve. Tu vois, il ne se dit pas « Ah, dommage, c'est pas grave, ça va venir ». La réaction, elle est vraiment énervée. Genre, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas rater ça. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais je pense que lui, il peut pas être satisfait. Mais souvent, il y a ce discours des entraîneurs. Ils aiment dire ça pour se rassurer aussi. Ça va venir, on se crée des occasions. Tu vois, même quand un attaquant ne marque pas, on peut rappeler à la période Benzema. C'est une façon de se dédouaner? Non, pas se dédouaner, mais se dire si vraiment on le trouvait pas, on n'avait pas de ballon, ce serait catastrophique. Là, on va essayer de trouver le côté possible. Les ballons, ils sont là. Donc quand il va y avoir un peu de confiance et tout, tu vois Benzema la période en équipe de France, rappelez-vous, Deschamps il disait mais est-ce qu'il est nul? Il fait des passes décisives, il est important dans le jeu, il se crée encore des occasions. Tu vois, ils essaient encore une fois, je te dis pas dans le vestiaire, mais ils sont obligés de tenir ce discours parce que déjà les joueurs ça joue beaucoup à la confiance. Si en plus tu l'assassines en plus après un match comme ça, peut-être qu'il aurait pu le dire s'il y avait eu 3-1 par exemple. Non, je suis pas satisfait. On aurait dû marquer 2 ou 3 buts. Parce que si tu le dis, en fait, tu mets un coupable sur le match. C'est ce qu'il avait dit, je me rappelle, l'année dernière, dans le match du PSG où Mbappé avait mis un triplé. Contre Reims, voilà. Mbappé il a mis un triplé, je dis j'aime pas trop son match. Oui, c'est le moment. Du fait qu'il avait mis un triplé pour dire ça. Bon, on verra si sur la suite de la Ligue des Champions, c'est l'Atlético, le Bayern. Après, il y aura le déplacement à Salzbourg qui va être censé être un peu plus facile. Il en a pris 4 contre Brest à domicile. Voilà, et ensuite il y aura Manchester City et ça terminera par un déplacement à Stuttgart fin janvier, le 29 janvier, ça va être bien. On va faire une pause et on va terminer l'émission avec les 2 débats, savoir la différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, pourquoi ça marche dans l'un et pas dans l'autre. Et puis on va se projeter sur le classique face à Marseille. À tout de suite. À 19h toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu dans Décibel. Salut tout le monde. Émilie Mazoyer. Le jeudi étant le début officiel du week-end, il est de bonne loi d'accueillir un DJ formidable. Ce soir dans Décibel, le légendaire Bob Sinclair. Décibel, seulement sur France Bleu, chaque soir dès 19h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Yacine Amenet, Thomas Bonavent et Émilie Ross. On va se poser cette question. Quelle est la différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions ? Pourquoi ? Parce qu'on a parlé là de notre réalisme. Notre réalisme en Ligue 1, il est là. Hein. On marque énormément. On a joué... combien on a joué de matchs de Ligue 1 ? 8 matchs de Ligue 1, on a mis 25 buts. Bon, voilà, ça marche. On a joué 3 matchs de Ligue des Champions, on a mis 2 buts, dont 1, pas de but. Émilie, pourquoi ça marche pas en Ligue des Champions ? Est-ce que le fossé entre le niveau européen et le niveau Ligue 1 est si grand que ça peut expliquer, c'est rien que sur l'attaque là, ces différences de statistiques ? Moi, je veux pas le croire. Je veux pas le croire. Après, je vais me cacher derrière le côté pression que Yacine a expliqué tout à l'heure parce que ouais, c'est possible. Sauf que ce que je trouve quand même bizarre, tu vois, je suis vraiment entre deux eaux à chaque fois, mais
cette année, le club ne répète pas que l'objectif, c'est la Ligue des Champions, en termes de com externe. On le sait tous, les supporters ont un objectif parce que tu t'en fous que ce soit un nouveau Paris Saint-Germain. Tu as ton histoire de Paris Saint-Germain qui date d'il y a 1000 ans et que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller toucher cette coupe que tu n'as jamais touchée. Donc en fait, je comprends le côté pression. Et pour moi, ça peut être la seule explication avec la jeunesse d'un groupe qui, pour le coup, effectivement, en Ligue des Champions, se chie dessus, quoi. Je ne vois que ça, et je l'ai mal formulé. J'aurais peut-être employé un autre terme. €1 dans la boîte à sourds. Mais je ne... Après, si tu veux, je peux te prêter la coupe. Bon, je l'entends pas. Je sais pas si on a assez d'argent pour ça. Ce serait très grave. Tu es en train de dire, monsieur Leduc, de l'argent, mais par rapport à ta je trouve ça très petit. Mis à part le côté pression et jeunesse, j'arrive pas à mettre d'explication parce qu'en plus, je suis obligée de comparer avec d'autres équipes. Et tu vois, Lille qui tape le Real, tu vois, les jolis coups, ouais, ça, on enregistre avant les matchs du jour, mais tout à l'heure, Brest va jouer contre le Bayer Leverkusen. Bon, je sais pas ce qu'ils vont faire. Oui. Lille va jouer contre l'Atlético. Monaco est deuxième de la phase régulière de Ligue des Champions. Ils ont tapé le Barça. Oui, voilà. Donc les résultats européens en Ligue des Champions, à part le Paris Saint-Germain, pour le moment, ils sont plutôt. Et avec des équipes aussi, qui sont du coup, qui sont aussi très juniors par rapport au profil, qui peuvent aussi avoir la pression. Donc en fait, j'arrive pas vraiment à trouver d'excuses, si ce n'est potentiellement un coach, lui, qui met trop la pression ou qui est pas entendu en Ligue des Champions parce que les consignes sont pas les mêmes qu'en Ligue 1. Brest n'a jamais perdu dans son histoire en Ligue des Champions. C'est génial. Cette stat est géniale. Avant de prendre l'avis de Thomas, qui a un avis sur la Ligue 1 aussi plus personnel. T'adores la Ligue 1. Oui, t'adores la Ligue 1, je sais. Je vais prendre celui de Yacine. Yacine, est-ce qu'il y a des choses en Ligue 1, techniquement, tactiquement, qui font que ça nous met plus en valeur et donc les rendements sont pas les mêmes par rapport à la Ligue des Champions, même face à des équipes qui sont pas des chapeaux 1 ni des chapeaux 2 Ligue des Champions, parce que là le PSV c'est un chapeau 3 quoi. Et Girona, on a été en difficulté pour faire la différence alors que c'était un chapeau 4 et qui découvrait aussi la compétition. Moi je pense qu'il y a un élément, c'est que les joueurs savent qu'en Ligue des Champions tu peux être puni. La preuve, hier tu domines plutôt 20-25 minutes et première action de Eindhoven, ils viennent, ils marquent. En Ligue 1, je pense que les joueurs ont assez de marge et de sérénité pour se dire, même si tu prends un but, on va finir par y arriver. Tu vois, il y a quand même, malgré tout, même si tu as marqué 25 buts en Ligue 1, il y a 3 buts au Havre qui viennent dans les 7 dernières minutes. Mais parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ce que tu as fait, la fatigue adverse, la concentration que tu as demandé à l'adversaire pendant 90 minutes, elle va à un moment donné s'effondrer et tu sais que ça va passer. En Ligue des Champions, même quand tu joues un chapeau 3, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui pose des problèmes à l'Inter, à d'autres grands clubs. Et à l'arrivée, tu te dis, bah ouais, la Ligue des Champions, ça pardonne pas parce que même la plus petite équipe de Ligue des Champions, entre guillemets, elle a quand même un très bon niveau. Et souvent, avec un passé régulier en Ligue des Champions, parce que tu vois, on parle tout le temps Benfica et tout, même s'ils passent pas tout le temps les poules, ils sont là tous les ans. Et t'es puni. La Ligue des Champions, c'est la compétition de la punition. Si tu marques pas dans tes temps forts, t'es puni. Et moi, je pense que les joueurs le ressentent. Et quand je parlais tout à l'heure de pression, il y a tout ce qu'on dit, la Ligue des Champions, même si le discours n'est pas... On va aller, tu sais, il y a une différence entre dire la Ligue des Champions, la gagner n'est plus l'objectif, mais évidemment que la Ligue des Champions, ça fait partie de tes objectifs de la saison, dans le sens où tu dois au moins passer les poules. Et entre guillemets, si le 16e de finale, tu tombes sur Salzbourg ou le Bayern, on te demandera pas la même chose. Parce que malgré tout, tu es le PSG. Tu dois être peut-être en situation favorable au moment du barrage, c'est-à-dire avoir ton barrage retour à domicile. Donc être dans le top 16. Quoi. Et dans la construction, souvent on compare Arsenal. Moi j'entends ça partout en ce moment. On a laissé Arsenal travailler, Arteta travailler. Mais je rappelle qu'au moment où Arteta reprend l'équipe, Arsenal ne sort pas de parcours en Ligue des Champions probants. Ils font même plus la Ligue des Champions depuis 10 ans. Donc évidemment, alors je dis pas évidemment on lui laisse le temps, mais c'est quand même pas la même chose. Le PSG sortait sur quelque chose de 10 ans et d'un coup tu as l'impression que tu repars bas tout en demi-finale en 5 ans. Voilà, et tu repars tout en bas en te disant maintenant on repart à zéro. Non, c'était pas ça. Enfin pour moi, c'est pas ça comment tu construis un projet. Mais bref, pour revenir à tout ça, la Ligue 1, je pense qu'il y a cette sérénité en te disant on est au-dessus de la Ligue 1, ça finira par passer. Alors des fois tu as des accros parce que ça passe pas. Mais rarement quand même. Voilà. Oui, il y en a eu un cette année contre Nice, notamment le match nul. Mais sinon, contre Reims aussi, il y a eu match nul également. Mais sinon, c'est vrai que ça passe globalement tout le temps. Est-ce qu'il y a aussi des trucs, Thomas,
Voilà, le Paris Saint-Germain hier en seconde période, tu le disais tout à l'heure, il s'endort un peu après le but d'Hakimi. Souvent en Ligue 1, t'es relancé aussi parce que les adversaires vont faire des erreurs. Et les erreurs en Ligue des Champions, elles viennent pas quoi. Il y a aussi de ça dans la manière dont les adversaires peuvent aussi te redonner confiance si toi-même tu n'y arrives pas à le faire tout seul. Moi, c'est totalement l'argument que j'allais utiliser, celui qu'a utilisé Yacine, c'est que en fait, en Ligue des Champions, tu joues quand même une équipe qui est invaincue dans son championnat. Qui tabasse tout le monde dans son championnat, et ce n'est pas du tout du calibre du Havre. Alors moi, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat. La Ligue 1 ne prépare pas le Paris Saint-Germain à la Ligue des Champions. Ça peut-être jouer, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais c'est qu'en fait hier, Noah Lang, ballon entrée de surface, la frappe premier poteau, il sait la faire, et bim 1-0. Donc moi j'ai pas beaucoup d'explications. C'est juste ça en fait, c'est que le rapport de force au bout d'un moment en Ligue des Champions, c'est le moment de 90 minutes, le moment d'une seconde quand il va falloir faire le bon geste au bon moment, et le Paris Saint-Germain n'est pas capable de le faire et certains sont capables de le faire. Et l'approche mentale dans un match de Ligue 1, l'adversaire va quasiment systématiquement avoir un complexe d'infériorité par rapport au Paris Saint-Germain, va être plus dans l'objectif de ne pas perdre que de gagner, tandis qu'en Ligue des Champions aujourd'hui, toutes les équipes peuvent se dire « Ok, Paris, chez nous ou là-bas, on est capable de les taper ». Et je pense que la situation, elle se joue peut-être ici. Et que du coup, ça rentre forcément, je pense, dans la tête des joueurs. Et comme l'a dit Yacine tout à l'heure, au moment de de mettre le ballon au fond, tu es un peu plus fébrile. Et le but, tu le mets pas, quoi. Je pense que voilà, la comparaison, on va pas s'amuser. Après, oui, Brest est devant en ce moment en Ligue des Champions. Monaco est deuxième de la phase de Ligue. Donc on peut se dire, ouais, mais pourquoi vous prenez cet exemple-là et pas pour Monaco, etc. Peut-être qu'il y a des joueurs comme ça qui arrivent à faire le petit Akliouche hier, il a de l'expérience Ligue des Champions. Ah non, pas du non. tout. Donnez-moi le ballon, caractère, craquage, jeu de dribble, et même sur le premier match, il a marqué contre le Barça. Donc voilà, il est Nikena, il avait pas beaucoup. Il marque contre le Barça aussi avec Monaco. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui le Paris Saint-Germain, les adversaires ont ce déclic mental à se dire on va jouer contre un gros, mais un gros qui est accessible. Et hier, Noah Lang, passe-moi le ballon, on frappe, ça fait 1-0 et le match il change automatiquement parce que tu es derrière. Mais ça se corrige comment en fait ça? Parce que franchement, l'abord mental, on change les coachs, ça change pas. On change les noyaux d'effectifs. On prend l'effectif du Paris Saint-Germain. L'effectif du Paris Saint-Germain, il y a 5 ans, il y a quoi? Il y a Marquinhos en commun, peut-être Kimpembe, mais qui est même plus sur le terrain. Mais sinon, qui y avait il y a 5 ans, qui est encore là maintenant. Donc, comment ça change? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir ce déclic mental, si c'est ça, pour que ça passe? C'est comment tu leur murmures à l'oreille. Moi, c'est pour ça que je parlais du... Moi, je ne changerais pas de coach. En fait, je veux rien changer. Je veux juste que vous sortiez les doigts, en fait. Mais en soi, normalement, sur le papier, tout roule. Si tu en avant-match, tu te dis pas « Oh là là, on joue le PSV, je vais claquer des fesses ». Mais pas du tout. Tu te dis « Ça déroule et ça va aller ». Parce que justement, ces joueurs... Et je prends les arguments que je prenais tout à l'heure, mais à l'inverse, tu dis peut-être moins d'expérience, mais du coup plus de fugue, plus, tu vois, d'avoir envie de montrer aussi, de faire la diff par rapport au coach et de montrer qu'ils sont là. Et en fait, non. Donc, j'ai mis à part vraiment leur parler à l'oreille et leur dire « Ok, c'est bon, on va le faire ensemble ». Et effectivement, comme tu parlais de déclic, c'est tu décapsules le truc et il y a là, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison pour moi que ça ne fonctionne pas. Et je veux pas qu'on parle de niveau des joueurs, parce que là, je suis obligée de comparer avec d'autres équipes françaises. Et non, on arrête, quoi. Et moi, hier, il y a dans l'après-match, il y a une déclaration de Marquinhos à Canal qui parle de Mbappé. Aujourd'hui, on a pu. Oui, je pense qu'il veut pas dire Mbappé nous manque. Non, en fait, mais il veut dire qu'aujourd'hui, dans le processus. Je l'ai réécouté. En fait, c'est vraiment sa déclaration. Je trouve qu'elle a été un peu tronquée quand elle a été sortie du contexte. Mais j'ai pris tout le truc également. Il dit pas qu'Mbappé nous manque, mais que dans le processus de jeu. Il parle de la vision, en fait. Exactement. La vision qu'on a du Paris Saint-Germain, que quand Mbappé s'en va, forcément, on va avoir une focale directement sur les autres. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans un match de Ligue des Champions, tous les joueurs offensifs et peut-être le milieu de terrain cherchent ce mec qui va faire la différence, quoi. Est-ce que je compte sur Bradley, est-ce que je compte sur Ousmane, est-ce que je compte sur Randall ou sur Lee ou sur Asensio? Et c'est qu'en fait, est-ce qu'il y en a vraiment un qui va être capable de se dire allez, là c'est bon, c'est moi qui y vais? J'ai plutôt l'impression que c'est Barcola qui a ce rôle depuis le début de la saison. Est-ce que ce mec-là est vraiment capable de le faire? Ça, je pense qu'en Ligue 1, ça suffit. En Ligue des Champions, non. Et donc, en fait, allez, j'ai pas envie que chacun se dise allez, à mon tour d'être le héros. Je sais pas si ça existe.
peut-être que Yacine, qui est plus au fait de comment se passe un vestiaire et comment peut réfléchir un joueur, mais comme il n'y a pas vraiment de cadre qui se détache vraiment, est-ce que chacun veut jouer sa petite partition et à vouloir être le héros dans un schéma collectif? Je sais pas, ça peut jouer là aussi. Yacine, est-ce que c'est aussi une question d'ambiance globale? Parce que hier, moi j'avais les deux écrans, je me suis remis les matchs et j'ai vu, les deux écrans, il y avait le Real Madrid contre Dortmund et il y avait le PSG face au PSV. Et le PSG égalise face au PSV à la 50e, je crois, et le Real Madrid est mené 2-0 face à Dortmund, ils égalisent en 2 minutes à la 60e. Et le son du Bernabeu post-deuxième but du Real, alors, visiblement, ceux qui étaient au stade hier m'ont dit qu'il y avait une bonne ambiance au Parc des Princes. Il y avait une bonne ambiance, mais est-ce qu'il y avait une ambiance à emmener directement toute une équipe? Est-ce que tous ces paramètres-là aussi rentrent en compte? Ouais, ça rentre en compte, mais tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire, est-ce que c'est aux supporters d'emmener l'équipe ou est-ce que l'équipe, à un moment donné, elle doit emmener les supporters? C'est-à-dire que, tu vois, ce qui manque, par exemple, moi aujourd'hui, je trouve que c'est une équipe qui est trop gentille, trop scolaire. Je reprends mon exemple du Real, mais quand Rudiger il marque le premier but et quand Vinicius il marque le second, là dans les 2 minutes, les deux ils font des gueules de monstres, ils regardent le public, puis ils vont, tu vois, ils sont. Et là, le stade, il change. Il aussi, il a un peu fait, mais. Il y a ça et il y a l'attitude entre les deux buts. C'est-à-dire qu'ils marquent et derrière, ils repoussent tout de suite. C'est-à-dire que tu te dis, ils ont envie de se réveiller, bah vas-y, on va essayer d'aller avec eux et on verra. Là, Thomas l'a dit, après le premier but, il y a des situations, il y a des ballons devant le but et tout, mais c'est pas transcendant, c'est pas la folie, c'est pas. Tu vois, par exemple. Ça accouche pas d'une dynamique ou d'un moment où tu es devant la Newcastle. Ouais, je me rappelle de Newcastle. Ouais. Newcastle, au moment de l'entrée de Barcola à 70e, il se passe un truc et pendant 20 minutes. Paris n'est pas bon 70 minutes, mais pendant 20 minutes, c'est le feu. Tu as 5 occasions nettes, c'est la folie jusqu'au penalty. Et oui, la fin de match où tu as le VAR hier avec le penalty, tu as un moment. Mais tu vois, justement, mais c'est des Ave Maria, des centres, des bim bam boum, il n'y a rien de construit. Ça joue aussi. Mais tu vois, il y a un truc, pour moi, il y a cette partie-là, la partie un peu. On emmène le public et le public va nous aider aussi après à repasser encore un cap. Mais tu vois, hier, on a parlé vite fait du penalty. Moi, je m'en fous en fait du penalty. C'est pas là, ça change pas le contenu du match. Il y a pas péno. Et il y a penalty, bien sûr, évidemment. Et il y a surtout pas erreur manifeste, mais bon, c'est pas grave. Sur le genou aussi. Le genou. Non, mais il y a juste un truc, c'est que tu vois, moi, j'aurais pris cette victoire comme ça parce qu'en fait, je pense aussi que c'est le genre de moment dans la saison, quand tu sais en plus le calendrier qui arrive, où les 3 points auraient fait du bien. Alors, je dis pas que ça va changer la phase de poule ou quoi. Mais si tu prends 3 points, t'amènes un peu de sérénité au groupe, à des jeunes. De pression où là, en fait, tu dis t'as 7 points. C'est ok les gars. Bon, on commence à être pas mal, tu vois. Là, tu vas te retrouver au prochain match, t'es à 4 points. Là, t'as Atlético et Bayern. Mais voilà. Donc tu peux très bien faire 0. Y a pas, après l'Atlético, moi je les regarde, ils sont pas. Ouais, après c'est typiquement le genre d'équipe qu'on aime. Bien sûr. Pas d'espace, ça va te rentrer dedans. Nous, on est une équipe gentille. Pas être cherché. Donc voilà, donc tu vois, j'aurais pris. Il y a des moments dans la saison. Bon, moi, je le dis souvent aussi. Moi, j'aime le jeu, j'aime quand ça. Voilà. Mais il y a des moments dans la saison où tu te contentes. On va venir à un sujet après où je me contente des fois de la victoire. Mais ce penalty-là, il est pas beau. Ça aurait été sale entre guillemets, mais je le prends 10 fois parce que comme pour Giron, la construction du... exactement, parce que pour la construction du groupe, malgré tout ça valait, tu vois, c'était pas non plus le hold-up. Si tu gagnes comme tu gagnes, c'est normal. Peter Bosch, il a dit que c'était moins fort. Donc voilà, il y a des moments clés comme ça. Et le problème de ce match nul, c'est que derrière, tu vas jouer des matchs où la pression elle va revenir. Tu commences à être 18e, il va falloir aller chercher 5 points. Il y a aussi ça qui fait que comment tu passes ce cap. Maintenant, quoi qu'il arrive, il manque un patron dans cette équipe. Quand je dis un patron, c'est déjà en termes d'efficacité offensive, parce que tu vois tout le parcours d'avant, on peut prendre encore plein d'exemples. Di Maria, le but contre Naples. Rappelez-vous qu'au moment où Di Maria égalise contre Naples à l'époque, Paris a 2 doigts de sortir de la Ligue des Champions dans cette poule. Le but de Di Maria, il te sauve de là. Et pourtant, le match, il n'est pas beau. Mais voilà. On retient Di Maria. Exactement. Et c'est aussi ça. Vinicius, hier, tout le monde en est. Mais en fait, c'est ces mecs-là aussi qui font un moment. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas l'histoire de Mbappé ou pas. Il y a un collectif. Et après, à un moment donné, dans ce collectif, t'as le truc en plus. Nous, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était le truc en plus qui portait le collectif. Mais c'est pas ça. Le collectif, il porte l'individualité. Et l'individualité, à un moment donné, elle te sort d'un guet-apens. Tu vois, c'est ça qui te manque aujourd'hui. On n'a pas de patron. Non.
Bon, on va essayer de voir si ne pas avoir de patron peut suffire pour dimanche. C'est le dernier débat de notre podcast, de notre émission. Comment vous sentez le classique de dimanche? Alors avant, on va faire ce qu'on fait quand on a des gros matchs, puisque c'est un gros match quand même. On va demander l'état un peu de l'équipe adverse. Donc je vais me tourner un peu vers toi. Elle est au top. Le mec qui prend son accent, il y va. Non, déjà, ils ont une semaine pour préparer les matchs. Donc, bon. Ah bah ça, mais ils ont l'habitude d'avoir des semaines pour préparer les matchs. On va parler un peu de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est 3e de Ligue 1. Qui pensait être la lutte avec Monaco et le PSG qui est 3 points derrière pour le moment. Il y a eu victoire dimanche à Montpellier 5-0. Bon, on n'est pas là pour compter les points, mais nous on a gagné 6-0 contre Montpellier. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, fais ce que tu veux. Comment va l'OM, Thomas? L'OM va. L'OM va. Je trouve que l'OM, moi, depuis le début de la saison, je trouve que même dans l'observation générale, il n'y a pas d'enflammade, il n'y a pas de surcotage, ce mot-là. On aime bien, ouais, l'OM, ils sont surcotés. Je trouve que tout le monde est conscient des grandes qualités que peut avoir cette équipe, notamment offensivement, au milieu de terrain, et conscient des grandes faiblesses qu'il peut y avoir derrière, malgré la bonne surprise Cornelius, que je trouve, moi, c'est le meilleur défenseur de l'OM depuis le début de la saison. Il y a des problèmes sur les latéraux, il y a des blessés. Merlin était un des hommes forts de De Zerbi. Est-ce qu'il sera là pour le classique? S'il est là, dans quel état? Donc ça va être une vraie donnée importante parce que Garcia, Murillo, peut-être qu'il va tenter un coup Rongier, je ne sais pas. Mais l'OM est sûr de ses forces et conscient de ses faiblesses, en gros. Et je pense que les forces de l'OM peuvent faire mal au Paris Saint-Germain, mais les forces du PSG peuvent faire très mal aux faiblesses de l'OM. Donc je trouve qu'on a deux équipes imparfaites qui vont s'affronter dans un match qui, pour moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas été autant excité d'un classique. Encore plus au Vélodrome, parce que là, les 2 dernières fois que l'OM s'est imposé contre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'était pas là. Non, mais c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup des victoires. Il y a la Coupe de France et le 1-0. En 2020, c'était après le Covid. Après le Covid. Il y avait Covid, il y avait une petite jauge de 5000 personnes. Voilà, de supporters. Et un but de Florent Thauvin. Donc voilà, l'OM, c'est totalement relancé au niveau de sa confiance. Cette victoire à Montpellier était primordiale parce que si tu faisais un mauvais résultat, Paris pouvait prendre un envol définitif sur toi. Donc voilà, c'est très excitant. Je trouve que le dernier, moi, je ne sais pas si Yacine et Émilie ont des souvenirs, mais qui m'a autant excité, et même d'un point de vue comptable, tout simplement, c'est le Bielsa, je pense. Parce que l'OM pouvait revenir. Et là, c'était en phase retour en plus. Donc il y avait vraiment une excitation encore plus importante. Mais si l'OM gagne dimanche, les deux sont à égalité. Et qu'est-ce qu'on dit du début de saison de Paris et de l'OM à ce moment-là? On a quand même l'impression que l'OM fait un moins bon début de saison que Paris, ce qui est le cas. En Ligue 1, mais dimanche, les deux peuvent être à égalité. Donc voilà, c'est hyper excitant. Et l'OM, moi je pense qu'ils peuvent s'avancer relativement confiants. Bon, c'est bien, il y a de la confiance du côté adverse. Juste, j'ai fait une petite statistique. L'Olympique de Marseille n'a plus marqué en Ligue 1 au Vélodrome face au Paris Saint-Germain depuis le 22 octobre en Ligue 2017. C'est-à-dire que 2018, victoire du PSG 2-0. 2021, victoire du PSG 2-0. 2000 encore 21, non, je parle juste au Vélodrome. Oui, c'est ce que je dis. Ça fait 2-0, ouais. 2021 en octobre, en début de saison, 0-0. Donc c'est le 2-2 avec le coup franc de Cavani. Donc c'est le 2-2 avec le coup franc de Cavani. Okay. Le dernier but de l'OM au Vélodrome face au PSG, c'est en Ligue 1. J'ai une stat pour vous, peut-être qui va vous rassurer. J'ai vu 12 classiques au stade, j'ai vu 0 victoire. Et je suis au stade dimanche. Voilà. Si ça peut vous rassurer, j'ai vu 12 au MPSG, PSGM, j'ai vu 0 victoire. Moi, je vais faire mon premier classique au Vélodrome. Voilà. Et bienvenue chez nous, Romain. Je vais commenter pour France Bleu Paris, je suis très heureux. Je ne sais pas si vous connaissez France Bleu Paris, c'est plutôt pas mal. C'est ta première? De quoi? Au Vélodrome. Au Vélodrome, ouais. Ah, ouais. Non, c'est ma première, mais c'est mon premier Marseille PSG au Vélodrome. En commentaire, ouais, très bien. Voilà, tu vas kiffer. Bon. Si tu conditionnes ton cerveau et que tu n'arrives pas en tant que Parisien. Je vais kiffer. Enfin, ce qui va faire que je vais kiffer, c'est le silence. Mais sinon, voilà. Il aime la clim. Il est incapable de dire des bonnes choses. Tu sais que dire j'adore ce stade silencieux, c'est juste répéter les mots d'Adrien Rabiot. Hein. C'est pas moi. Hein. D'accord. Il a 8 ans. Il avait dit ça justement après le match avec Cavani. Tu sais ce qui va t'arriver s'il marque. C'est que moi derrière le micro, je peux faire des choses. Attention, s'il marque, ça fait 3 points. Je vais m'adresser aux Parisiens. Je vous laisse. Comment on se sent
Comment on sent, on a vu l'optimisme là, l'impatience presque des Marseillais. Pas de l'optimisme. L'impatience. Exactement. L'impatience. Merci. Comment on sent, Émilie, là, à 4 jours d'un classique? Comment toi tu te sens? Alors, c'est pas que je m'en fous, c'est impossible, mais je n'ai plus la même saveur. Même cette saison. Bah non, même si je sais que... Mais Émilie, si tu perds dimanche, tu auras les boules plus que d'habitude. Je suis pas sûre. Ah, bah, on en reparle dimanche. Vous me foutrez les Je te boules. fais un message, Émilie. En fait, c'est les supporters qui me foutront Compte sur les moi boules pour te le parce rappeler. que gna, 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 gna. Mais non, en fait, il est vrai que pour moi, les classicos ont de moins en moins de saveur parce que de moins en moins de combativité, de choses à regarder, etc. Après, c'est un match pour moi que tu ne peux pas perdre. Donc, ok, ça c'est ok. En même temps, je comprends et je suis beaucoup parce que moi, la Ligue 1, c'est mon championnat préf du monde entier, donc je regarde toutes les équipes. Et je me dis que je suis assez curieuse de voir l'OM de De Zerbi là face du coup à Luis Enrique. Ok, très bien. Mais on va gagner, non? Enfin, en fait, je ne... Moi, je pense aussi, mais après... J'ai pas de... Ouais, non, mais... Voilà. Peut-être tu me feras fermer ma bouche lundi, hein, mais... Pas de souci. Yacine, comment tu te sens, toi? Énervé. Jamais bien, moi. Hein Jamais bien avant les matchs. Quoi qu'il Parce arrive, que moi, c'est le seul match où je tolère une prestation dégueulasse et une victoire. T'as bien raison. Voilà. Parce que je pense que ça fait partie de Thomas l'histoire du aussi. championnat. Ah là, moi, je peux le dire. Mettez 26 tirs, transpirons un peu. Un truc bien horrible, là. Parce que ça fait partie de l'histoire du championnat, la rivalité. C'est toujours. Mais c'est votre important, plus beau match de la c'est- saison, en vrai, en Ligue 1. Non, mais en Ligue Au 1, Vélodrome. oui, C'est mais plus- clairement. Voilà. Pas forcément au Vélodrome, mais... Non, mais en Ligue 1, bah, bien sûr. De toute les façon, deux, quoi. c'est clair. Ouais. Maintenant, je pense qu'il y a plein de choses parce que tu vas te faire bouger et on va voir si tu es capable de répondre en Ligue 1, justement. Il y a des choses, moi, que j'ai vues sur l'OM, je suis un peu de l'avis de Thomas, c'est-à-dire qu'il y a des choses où tu te dis, ouais, ils peuvent nous poser des problèmes là-dessus. Bon, en même temps, il y a des endroits du terrain où, si tu les utilises bien, tu peux tu vois, par exemple, leur deuxième mi-temps contre Angers, c'est stérile, ça fait tourner le ballon, il n'y a pas de percussion et tout, tu vois. Ils ont des moments où ils sont pas... et tu vois, la victoire à Lyon, par exemple, l'analyse, elle est aussi faussée par l'émotion, l'euphorie du troisième but et tout. Mais tu vois, on disait tout à l'heure, avec de l'efficacité, Paris mène à la mi-temps contre Eindhoven 3-1. Mais Lyon, c'est pareil. Ah, mais C'est-à-dire qu'à la victoire, elle 60e, doit pas exister. Ils doivent mener 3-0, le match est terminé. Et finalement, tu te retrouves. Voilà. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Le curseur, où est-ce que tu le mets? Parce qu'il y a l'émotion qui intervient. Ils ont des lacunes dans certains endroits du terrain. Je pense qu'il va falloir. Maintenant, je pense que c'est un bon test. Et je rejoins Thomas sur le fait que c'est peut-être depuis longtemps, même sur la victoire, même quand ils sont venus gagner pendant le Covid là, au parc et tout. Ce qu'on rappelle, C'était la moitié spécial, de le l'équipe match du était très PSG, on sortait du Final 8. Ouais, moi, il y avait j'étais quand même bien vénère. Hein. Oui, non, bien sûr, Oui, mais mais c'était... le contexte est spécial. C'est peut-être la Bah, première fois sur justement. les 10 ans C'est encore plus agaçant. où l'équilibre est le plus proche. On le ressent. Voilà. Tu te dis On pas, le ressent. Est-ce qu'il existe vraiment? Ça, je sais pas, mais on le ressent. en tout cas. Exactement. Et je suis d'accord parce qu'il y a tout cet environnement il y a plus d'attaquants capables de, enfin, il y a plus de joueurs capables de faire sur un geste la différence parce que il te manque des cadres. Défaut d'ancienneté. Ouais, pour moi, bien c'est sûr. ça. C'est plus Donc les voilà, années maintenant, passées. c'est un match très important parce que cette semaine, tu vois, je l'avais dit dans le podcast de Paris United, ce week-end, j'avais dit, cette semaine, je pense que c'est peut-être une semaine où il faut prendre 6 points Sans être beau. parce que c'est un moment un peu charnière. Que ce soit le match de Ligue des Champions contre le PSV avec le calendrier qui t'attend et tout, et Marseille parce que c'est Marseille, parce que c'est en Ligue 1, parce que tu peux les mettre aussi à 6 points. 9e journée, 6 points, bon, c'est pas fini, hein, mais bon, ça Tu peux ne commence à pas mettre être une leader à petite l'issue de la journée. Hein. Voilà, donc, Monaco Oui, qui si va à Monaco- Nice. Si Monaco, Ou alors si on gagne un meilleur 3-0 résultat. et que Monaco ne gagne pas. donc Faudrait voilà, voir, je en pense différence que- de but, il faudrait voir parce qu'on est à plus 17 nous. Non, faut pas tant que ça. Ah ouais Vous avez 17 et nous on a 13. Ah ouais. il y a plein d'éléments Même qui 2-0 suffit, hein. il y a plein d'éléments qui t'amènent à être excité par ce match. Encore plus avec je le pense nul que c'est hier, un match important. Bah ouais, mais clairement. L'importance, Ouais. elle est beaucoup plus élevée à ce moment-là. Juste, pour terminer, On va pas parler de Rabiot? Non. Ah d'accord. Non, c'est bon. Non, parce qu'il était avec nous. On a déjà parlé de Rabiot. Hein, c'est D'accord, bon, d'accord. on est... juste sur l'aspect mental, parce ça a beaucoup été un sujet récurrent sur cette tribune.
est-ce que c'est un aspect mental de gros match et donc les craintes qu'on avait en Ligue des Champions peuvent se transposer sur un match important comme l'OM, ou c'est vraiment un mental Ligue des Champions versus Ligue 1 et donc on est tranquille, on redevient patron, maître à bord? Oh, pitié que tu nous portes pas la poisse en verbalisant ton truc là. Je pose la question. Moi, mais le PSG, j'ai l'impression, passe en mode Ligue des Champions contre l'OM. Vraiment. Je pense qu'on est. Je trouve. Pas du tout. Moi, je trouve qu'on est sacrément écœurant, particulièrement contre l'OM. Je suis d'accord. L'année dernière, on est écœurant. L'année dernière, on a 10 contre 11. On a 10 contre 11. Le but de Vitinha, c'est écœurant, tu vois. Mais c'est écœurant bien. Le Real Madrid en Ligue des Champions est écœurant, tu vois. Moi, je trouve quand même à chaque fois, il y a ce côté. C'est le match qui va souder le collectif. Franchement, non, je veux pas y croire. Ah, pitié, non, on va pas gâcher notre semaine avec un truc. Oh non. Me faites pas de soucis, non, attends. J'aurais le droit de revenir Je peux pas. Non, toi, c'est fini. De base, je ne marche plus. C'est gentil. Voilà, s'il y a défaite, t'as le droit de revenir si tu veux. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, petit prono sur le match ou pas? Vous voulez pas vous jinxer? Allez, un petit prono, un petit score, un truc comme ça, vous voulez quoi? 3-1. 3-1 3 PSG 3 PSG, ouais, 1-3. Thomas? Moi, tu sais mon avis. Tu sais qu'on va gagner. Mais ça fait plusieurs semaines que je le dis. Je pense que ça fait 2-0 cette histoire. D'accord. Vraiment. 2-0 pour Marseille. Je le pense du plus profond de mon âme. Ah oui, je le pense du plus profond de mon âme. C'est bien, on va noter, on va scripter, Paris va... ça va être bien. Donc Paris va gagner. Yacine, prono? Bon, une victoire de Paris, mais 2-1. Je pense que de toute façon on prendra un but. S'il y a un corner déjà, on est mal. Et alors, s'il y a un coup de pied arrêté plus Rabiot, normalement c'est très très mal. C'est ça. Bref, franchement, Rabiot s'il peut marquer s'il y a victoire. Mais je pense que Dembélé, il va en claquer un par contre. Dembélé, il va pas bégayer. Peut-être. Bon, ça va être intéressant. On va clore cette tribune. Il est temps de siffler la fin. T'as pas l'air très serein, toi, quand même. Voilà, c'était tout pour cette tribune 100% PSG, ce débrief du PSV Eindhoven et cette projection vers le match face à l'Olympique de Marseille. Merci Yacine Amenet d'avoir été avec nous. Merci Thomas Bonavent d'avoir été passé du Winamax Football Club et merci à Émilie Ross d'avoir été là. Le programme sur France Bleu Paris, on vous rappelle les rendez-vous. Donc 100% PSG, le billet c'est tous les matins à 8h40. Je sais pas qui c'est qui l'anime, mais c'est plutôt pas mal. Il paraît que c'est pas mal. Ouais, il paraît que le gars est serein. Mais voilà. 100% PSG, l'actu c'est tous les jours à 18h15 sur France Bleu Paris. Cette semaine c'est Ambre Godillon qui s'y colle. Bien meilleur que la chronique du matin. qui remplace Pia qui est en vacances et elle a le droit. Et puis bien sûr ce week-end le match face à l'Olympique de Marseille, prise d'antenne dès 20h30 et ce sera moi qui sera au commentaire. Oh là là, au Vélodrome, ça va être bien. Tu veux que je passe Où? Au micro? T'as le droit de monter, Je serai un peu plus bas, moi. Si t'as le droit de monter en tribune de presse, avec plaisir, viens, ça va être marrant. Tu viens à 3-0? Pardon? À 3-0, à 0-3, je serai là à 18h, moi. Ouais. Moi, ce que je kiffe le plus dans les classiques, c'est l'avant-match. Hein. C'est jamais les matchs. Hein. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Ceux qui sont en podcast, les étoiles, ça nous aide aussi, de vous en mettez 5 et puis venez dans les commentaires YouTube pour nous donner vos avis sur les différents débats qu'on a eus. Merci à tous, il est temps de fermer cette émission.